L'État de Côte d'Ivoire rachète presque toute la production des fèves de cacao stockées dans les différents ports, soit, selon des informations, plus de 280 milliards de francs CFA décaissés afin de racheter toutes les fèves qui sont bloquées au port d'Abidjan et au port de San Pedro. La question est la suite. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pourra tenir ses engagements en rachetant les fèves de cacao à chaque fois qu'il y a blocage des fèves? Est-ce vraiment la solution? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients que l'État est en train de mettre en place afin que les producteurs qui avaient évidemment soutenu le pouvoir actuel en décaissant de l'argent pour sa candidature, en guise de reconnaissance, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris l'initiative afin de pouvoir prendre les choses en main en rachetant toutes les fèves qui sont stockées et qui d'ailleurs dans une précédente vidéo, nous avons beaucoup parlé du blocage. Nous avons parlé qu'est-ce qui cause le blocage de l'achat des fèves de cacao dont j'avais mentionné le gouvernement et les négociants et qui d'ailleurs j'avais dit que si le gouvernement prend en charge et prend ses responsabilités, je vais revenir sur une vidéo pour pouvoir présenter cela. Donc, équivalent de, comme parole que j'ai prononcée, je viens ici féliciter l'État de Côte d'Ivoire de prendre l'initiative afin de pouvoir racheter ces fèves de cacao, mais qui d'ailleurs encore pour moi ce n'est pas la solution exacte parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris une très belle initiative afin d'encourager la production de cacao, afin de motiver les planteurs, afin de motiver les paysans en rachetant les fèves de cacao et qui d'ailleurs pourra permettre aux paysans de pouvoir entrer en possession de leur argent, que ce soit sur toute la chaîne de la commercialisation évidemment, et qui d'ailleurs va permettre à ceux qui n'ont pas encore rejoint les salles de classe de pouvoir poursuivre les études. Mais ma question est ici. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire pourra tenir ses engagements? Est-ce vraiment la solution? Au risque de me répéter, nous allons en parler évidemment sur notre 4e numéro dans la politique agricole avec la semaine du négociant. On se prend juste après le générique. À moins d'une semaine, les informations viennent de tomber et c'est très favorable pour le corps de la commercialisation des fèves de cacao. S'agissant bien de la publication à l'aide de l'ex-ministre de l'Agriculture, puisqu'il ne l'est plus d'ailleurs, M. Kobena, qui avait mentionné que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'initiative de pouvoir décaisser plus de 280 milliards de francs CFA afin de racheter les fèves de cacao, soit l'estimation à plus de 120 000 tonnes de cacao. Alors ici, sur Entrepreneuriat sans frontières, nous allons essayer de discuter, nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer de vous divulguer le pourquoi. Comme vous ne savez pas, pour vous qui venez de nous prendre en marche sur cette chaîne, il faut savoir que les vidéos sur la politique agricole sont très longues parce que c'est une production au minimum de 1 heure de temps. Donc, pour vous qui n'avez pas de data, je vous encourage à télécharger la vidéo pour pouvoir mieux comprendre parce que il ne s'agit pas de prendre 5 minutes de pouvoir vous expliquer. Donc, salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, le palmier à huile, le bitacola. Je suis également négociant des céréales et je suis en train de mettre l'initiative en place afin de pouvoir vous aider, producteurs de cacao, en mettant cette association en marche intitulée Fier du Fouet Cacao. Fier du Fouet Cacao qui a pour mission principale de venir en aide aux producteurs et de s'assembler comme une seule personne afin de pouvoir vendre nos différentes matières premières
à l'échelle mondiale. Alors, sur cette échelle, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons aussi de l'entrepreneuriat agricole qui est d'ailleurs notre mission capitale sur cette échelle. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Mais dans notre association Fier du Foin, nous avons pour mission principale de tirer beaucoup de profits afin de pouvoir permettre à tout producteur de vivre de son métier, de vivre de sa production qui est la production du cacao. Donc pour vous qui avez besoin d'expertise et d'accompagnement dans la production du cacao, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Alors, sur cette échelle également, je vous informe que si vous êtes en quête de savoir, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de poursuivre évidemment notre allocution du jour, veuillez vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, sur tous les différents réseaux sociaux que vous êtes. Veuillez partager massivement cette chaîne et n'oubliez pas évidemment de liker, de commenter beaucoup parce que je constate que vous regardez voilà, mes vidéos, mais vous ne commentez pas, vous ne likez pas. YouTube me notifie évidemment plusieurs personnes essaient de regarder, mais ne s'abonnent pas évidemment, ne commentent pas. Donc, je vous incite à vous abonner afin que cette communauté puisse grandir énormément. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet qui est le rachat des fèves de cacao bloquées des différents ports d'Abidjan et de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et la question qu'on va essayer de décortiquer ici ensemble, est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire pourra tenir ses engagements à chaque fois qu'il y a blocage de l'achat des fèves de cacao? Est-ce vraiment la solution? Est-ce que c'est l'ultime solution que le gouvernement doit prendre? Et sur combien de temps le gouvernement de la Côte d'Ivoire pourra tenir? Parce que vous savez, dans le monde, sur la fixation des prix, c'est tellement différent. Et sur l'achat des fèves de cacao, il y a ce côté de mixage et de côté, je dirais, obscur qui, voilà, qui plane au-dessus sur l'achat des fèves de cacao. Dans notre précédente vidéo, j'ai pris la peine de pouvoir expliquer en bref, je dirais, sur voilà, le rôle des négociants sur l'achat des fèves de cacao. Mais dans cet épisode-là, je vais prendre la peine ici de pouvoir d'abord dire les fonctions que doivent voilà, occuper nos différents gouvernements afin de pouvoir améliorer notre politique agricole. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour tout producteur qui, voilà, qui a vu ses fèves de cacao pris depuis plusieurs mois, plusieurs semaines pour d'autres, et qui n'ayant pas reçu, voilà, les fèves, n'ayant pas reçu, pardon, de l'argent, je reste à croire que certains producteurs commencent à, voilà, toucher leur salaire, leur vente, évidemment. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu des résultats ou des réponses auprès d'un producteur qui a confirmé que ces virements ont été faits, évidemment. Donc, ici, ma question s'adresse à l'État de Côte d'Ivoire et voilà, à tous les corps du métier, que vous soyez négociant africain, voilà. Afin de pouvoir mieux comprendre l'histoire, il faudrait qu'on puisse s'orienter évidemment vers nos colonisateurs, puisque j'ai remarqué que à chaque initiative qu'on prend, on essaie de copier sur l'ancien colon. À l'époque,
pour pouvoir comprendre la politique agricole de la France, qui est appelée la CAP. Il faut savoir que la CAP a pour objectif, comme l'aide agricole française, dans les lois d'orientation qui ont été instituées ou instaurées par l'État français par le biais du plan Marshall qui a été déclenché dans les années 1947 et 1950. Nous n'allons pas plus nous attarder sur le plan Marshall, mais nous allons parler plutôt de la CAP. Pourquoi est-ce que je fais allusion ou j'essaie de concilier entre la France et l'État de Côte d'Ivoire? Parce que la décision que son Excellence M. Alassane Ouattara a prise pour pouvoir résoudre ce blocage-là m'a fait pencher vers l'histoire de la France avec une politique agricole au départ qui était, je dirais, plus ou moins ou plus même favorable pour les producteurs. Donc, l'aide agricole de l'État français a été bienvenue dans les années 40, dans les années 50. À partir des années 60, dont je suis en train de mentionner, il y a eu la création de la CAP, qui est la politique agricole, qui a pour but d'instaurer des prix garantis pour assurer les agriculteurs et encourager la production, autosuffisance alimentaire dans les années 60-70. Donc, il faut souligner que la politique agricole commune de la France, j'avais dit dans les années 60, mais plutôt, évidemment, structurée ici en 1962. Alors, le virage, il faut comprendre que la politique agricole vient avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, dans un premier temps, il y a eu le virage productiviste. Ici consiste tout simplement de permettre à toute entreprise ou à tout individu l'aide à encourager la spécialisation, l'agrandissement des exploitations et l'élevage intensif. Donc ici, l'État va pousser maintenant la majeure partie de toutes ces personnes dans le domaine agricole, évidemment, à pouvoir agrandir ces exploitations, à pouvoir passer, s'ils étaient de 10 hectares, même à pouvoir envisager sur une production de 100, de 1000, de 500, ça dépend. En tout cas, de pouvoir maximiser sa production. Et n'oubliez pas aussi d'où vient encore sur le plan de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, où on va parler ici de l'élevage intensif qui va pousser les éleveurs à pouvoir produire davantage en maximum. Donc, ici, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale et tout cela, la France était dans un climat agricole très méconnu avec cette souffrance qui ne dit pas son nom et que la famine avait frappé à l'époque la France. Donc il a fallu évidemment l'aide des États-Unis afin de proposer les options en établissant évidemment le plan Marshall sur le plan de l'agriculture afin de booster la production, afin de pouvoir booster les éleveurs. Et donc, qu'est-ce que l'État français faisait? Lorsque vous rentrez dans l'état du productiviste, que je vais dire ici, vous avez une subvention de l'État. Et ici, nous n'allons pas plus rentrer dans les subventions parce que je vais parler dans le numéro sur l'importance de pouvoir produire de façon biologique et non de façon industrielle parce qu'il y a des conséquences très graves. Mais ici, nous allons parler ici de l'état de la production à grande échelle et quelles sont réellement les solutions qu'apportait l'État français. Alors, l'État français encourageait les producteurs, encourageait les éleveurs à pouvoir pratiquer leur activité à grande échelle et en retour, il garantissait l'achat de toute la production de l'Union européenne. Donc ici,
ce plan ne concernait pas que les Français, pratiquement sur toute l'Union européenne. L'État garantissait l'achat de toutes les productions. L'État garantissait alors l'achat de toute la production. Alors, ici, lorsque vous voyez que là encore, je vais faire entrer encore en marche les grands groupes qui, d'ailleurs, au sein de tout grand groupe, vient avec les négociants. Donc, en général, tous ces grands groupes que nous voyons ici, partout dans le monde, que ce soit le groupe Cagil que j'avais mentionné, que ce soit le groupe Olam, que ce soit les autres grands groupes comme Bolloré que nous connaissons aussi. Au sein de tous ces grands groupes-là, il y a le monde des négociants qui opèrent. Donc, en général, eux-mêmes, ce sont les groupes de négoces. Donc, eux, lorsqu'ils vont apprendre cela, puisque eux, ils ont leur mode de fonctionnement à eux, il faut comprendre pour la petite histoire du groupe comme KG là, était spécialisé dans le négoce des céréales, c'est-à-dire ils prenaient la production des producteurs et ils partaient vendre. C'était ça à la base. Donc, nous allons prendre que lorsque tout cela a été mis en place et que l'Union européenne garantissait toute la production des paysans ou des producteurs, je dirais, donc les grands groupes vont rentrer en marche. Et pour pouvoir avoir plus d'argent, et puisque là, dans la nourriture, ici, pour l'État français, il s'agit bien d'une grande production en termes de blé, en termes de, voilà, des céréales, je dirais en général. Donc, étant négociant des céréales, j'ai eu à cœur de pouvoir creuser plus dans l'histoire de la France avec les céréales et les États-Unis, évidemment. Donc, ici, tous les grands groupes agro-industriels vont commencer maintenant à s'intéresser à la production. Eux, ils viennent avec de l'argent, puisqu'ils en ont suffisamment, alors que les producteurs français ou autres qui étaient à la base, c'était leur activité évidemment, viennent avec des moyens, voilà, les financements minimes et qui d'ailleurs sont obligés de faire des rangs, de passer auprès du gouvernement afin de pouvoir avoir de l'aide pour commencer leur production et qui, résultat, évidemment, ils savent que la production sera achetée et après, ils vont régler leur crédit. Mais les grands groupes agro-industriels viennent et commencent à s'accaparer des terres agricoles. Il faut savoir qu'ici, en Occident, il y a des zones spécifiées à la production animale, à la production végétale. Donc, ils vont commencer à s'accaparer que ce soit la production végétale, que ce soit la production animale. Et donc, vous allez voir les grands groupes ici, certains détiennent des millions d'hectares de terres agricoles. Et qui d'ailleurs, qu'est-ce que ces grands groupes vont faire? Puisque maintenant, l'État rentre dans la production à grande échelle, qui crée la mentalité du productiviste et qui d'ailleurs va commencer maintenant à avoir un problème sur les achats. Donc je dis ici, est-ce que le gouvernement pourra tenir ses engagements? Ne dites pas que non, la Côte d'Ivoire produit combien? 1,3 million, 2 millions de tonnes par an, mais c'est énorme, c'est très énorme en tant que voilà, budget pour pouvoir permettre à la production d'exister. Et non seulement le prix qui sera fixé sur le plan national, et d'ailleurs, qui, lorsque le gouvernement a décidé de racheter, donc on va comprendre ici que le gouvernement va fixer les prix. Et maintenant, lors de la fixation des prix, et ici, qu'on va essayer de jumeler pour la Côte d'Ivoire, puisque soi-disant, c'est le Conseil Café Cacao qui est censé fixer le prix des matières premières agricoles dans le secteur du café cacao. Ici, cela ne va plus dépendre du Conseil Café Cacao. Cela va dépendre maintenant de la politique du gouvernement. Et donc, c'est le président de la République qui sera censé fixer les prix du cacao.
Donc, en général, ici, lorsque l'État de Côte d'Ivoire prend l'initiative de pouvoir racheter les fèves de cacao et que, en désaccord avec les négociants, cela va créer encore pas un contexte national sur l'opposition des prix, mais ça sera aussi dans le contexte international du prix qui sera fixé à Londres. Alors, l'État de Côte d'Ivoire sera obligé de se soumettre au prix qui sera fixé à Londres et de pouvoir voir quelles sont les marges que l'État peut bénéficier lors de ces achats-là afin de lui pouvoir fixer les prix. Donc, vous voyez que ici, l'État de Côte d'Ivoire, pour cette politique de rachat instantané maintenant, pour pouvoir bénéficier, pour que les producteurs puissent bénéficier des 2800 francs, ici, on pense que oui, c'est bienvenu, c'est pour le bien-être du producteur. Mais ce que l'État de Côte d'Ivoire oublie ici est qu'il a face à lui les mastodontes, face à lui les grands groupes, face à lui des grands géants dans le domaine des négoces et qui sera obligé, non pas par le cœur, par la compassion, mais sera obligé de pouvoir se soumettre au marché, c'est-à-dire de pouvoir aussi acheter à un prix qui correspond au marché international. Alors que la production devrait être, je dirais, les prix devaient être fixés, je dirais, par les producteurs. Et qui d'ailleurs, j'avais mentionné ici, pourquoi est-ce que une personne prend la peine de pouvoir engrosser sa femme et après 9 mois, sa femme accouche, un nouveau bébé naître, évidemment par le baptême, il faut donner le nom de l'enfant et celui qui a l'enfant appelle le voisin pour pouvoir donner le nom de l'enfant. Ou tout simplement, celui qui a l'enfant va voir le chef du village pour pouvoir donner le nom de l'enfant. Moi, je trouve cela injuste parce que c'est ton enfant. Tu as le droit de pouvoir donner le nom de l'enfant, qui le nom ne va pas nuire évidemment à l'enfant. Mais ici, on rentre dans un système où c'est le chef du village et les voisins d'à côté qui vont venir et se regrouper afin de pouvoir donner le nom de ton enfant. Ici, sur l'achat de cacao, c'est pareil. Alors, lorsque le gouvernement français va commencer à recevoir plus de production qu'il ne s'attendait et que voilà, l'Union européenne réussissait maintenant à pouvoir nourrir sa production, sa population et évidemment il y a tellement de restes de nourriture et la nourriture, je dirais, où l'alimentation commençait maintenant à pourrir dans les champs, à pourrir en stock. Le gouvernement a constaté une défaillance financière dans son budget, a constaté qu'il y a tellement de bêtes et va commencer maintenant à acheter au plus bas. D'où là maintenant va commencer à rentrer encore en contestation les producteurs. Donc, lorsque nous voyons la protestation des agriculteurs en Europe, en France, en Belgique, il faut savoir que cela ne dépend pas de maintenant. Mais ce qui nous concerne ici est que l'État de Côte d'Ivoire est en train de s'engager afin de pouvoir assurer cette production. Est-ce que l'État pourra tenir? Alors, ici, puisque les grands groupes agro-industriels en Europe ont commencé à rentrer dans la danse de pouvoir produire en masse aussi, l'État français ou l'État européen, le gouvernement européen, va se décider à pouvoir racheter les prix un peu plus bas afin de pouvoir équilibrer sa balance. Donc, ici, va rentrer encore l'évolution des aides. Puisqu'on va racheter au plus bas niveau, l'assurance de la production va maintenant proposer maintenant pour dire que si vous êtes à une production minime, nous ne pourrons plus vous aider. Donc, pour pouvoir rentrer en aide ou recevoir des aides de l'État, il faut être sur une grande production. Face au surplus, la CAP a évolué pour compenser
la baisse des prix du marché par des aides directes à l'hectare vers l'an 90. C'est-à-dire en 1990, la politique agricole commune va décider maintenant de pouvoir financer ou donner des aides plutôt pas aux petits producteurs, mais à ceux qui seront sur des grandes surfaces. Comme par exemple ici, si vous êtes à 1 hectare, 2 hectares, il faut comprendre que les producteurs à l'époque français ne produisaient comme nous en Afrique sur 1 hectare, sur 2 hectares, sur 5 hectares, mais c'était de façon naturelle, hein, une production pure, une production biologique qui répondait aux normes. Donc, la modernisation agricole va prendre de l'ampleur et va commencer maintenant à intéresser aux grands groupes, comme j'avais dit, et vont maximiser. Et ce sont ces grands groupes-là qui vont racheter pratiquement toutes les terres agricoles et maintenant vont louer maintenant aux producteurs. Et qui d'ailleurs, tu veux faire une production, tu seras obligé de voir ces grands groupes agro-industriels afin d'avoir des terres. Donc, en général, les grands groupes agro-industriels devenaient maintenant détentrices, voilà, détenteurs des surfaces de l'agriculture. Donc, en général, ou en résumé, pour clore cette vidéo, je tenais à féliciter l'État de Côte d'Ivoire pour son engagement afin de venir en aide aux producteurs. Mais la question ici, ce n'est pas de racheter encore une fois de plus le fève de cacao, mais c'est de pouvoir mettre en place des systèmes qui correspondent aux attentes des producteurs. C'est-à-dire de mettre les instructions en place afin de pouvoir mieux vendre nos matières premières. C'est dans l'optique de cela, après plusieurs réflexions, il est décidé de mettre en place une association qui va venir en aide à tout producteur de cacao et qui d'ailleurs, pour pouvoir rejoindre cette association, les prescriptions sont d'ailleurs disponibles. Vous pouvez contacter ce numéro afin d'intégrer l'association Fier du Fouet Cacao qui a pour but de pouvoir vous aider, vous producteurs, à mieux vendre vos différentes matières premières au prix international. Donc, il faut comprendre que intégrer l'association Fier du Fouet ne veut pas forcément dire que voilà, vous maximisez un gain de cause. Mais l'association prend en compte les problèmes qui sont liés à la production, les problèmes qui sont liés aux producteurs, la vie familiale même des producteurs. Ensemble, réfléchissons afin de pouvoir développer cette filière, afin qu'à l'avenir, nous producteurs, nous puissions, pourquoi pas même, fixer notre prix afin de pouvoir avoir plus de valeur, afin d'avoir plus d'impact sur le plan national et international. Alors, si vous êtes en quête d'informations ou si vous êtes en quête d'une association qui sera capable de pouvoir défendre vos droits, de pouvoir défendre vos intérêts, il est nécessaire de pouvoir intégrer l'association Fier du Fouet. Pour toute information, veuillez me contacter sur ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou en description de cette vidéo. Nous allons en discuter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine épisode sur la politique agricole, évidemment sur notre chaîne Entrepreneuriat sans frontières. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.